Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide de lecture dédié aux Fantastic Four, ou les 4 Fantastiques, dans la langue de Molière. Puisque Marvel Studios a l'habitude de tout laisser en titre VO, mais là, ils ont décidé de changer avec le prochain film, donc ça s'appellera les 4 Fantastiques. Donc cette vidéo s'appellera peut-être Fantastic Four, les 4 Fantastiques, on sait pas, on verra, voilà. Bref, générique. Les 4 Fantastiques, c'est une équipe très importante dans l'univers Marvel. Déjà parce que c'est la première famille de super-héros dans l'histoire des comics, et parce que ça va marquer un nouveau départ en fait chez Marvel. C'est vraiment en fait la naissance, les premiers comics publiés par Marvel, par Stan Lee et Jack Kirby. Ces personnages ont été créés en 1961, et contrairement à d'autres persos qu'on a pu vous présenter dans nos guides de lecture, ils ont eu une carrière éditoriale assez peu mouvementée, c'est-à-dire que ça a été très peu agité. Ils sont nés dans la série Fantastic Four, et cette série Fantastic Four, elle a perduré pendant de très nombreuses années. Bon, je vous refais un petit peu l'historique, même si je pense que vous le connaissez. Les Fantastic Four, ce sont donc 4 personnages, 4 membres d'une famille. Alors, Reed, sa femme Suzanne Storm, son frère Johnny Storm, et puis le meilleur ami de Reed, Ben Grimm. Ensemble, ils vont partir dans une mission dans l'espace que Reed a développée avec Victor Von Fatalis. Un personnage un petit peu mystérieux, mais avec lequel Reed entretient des liens, et notamment des liens scientifiques très poussés. Ils sont un petit peu amis, ennemis, voilà, cette relation d'animosité qui les anime et qui va les driver finalement tout le long de leur vie à tous les deux. Et cette mission dans l'espace, elle va déraper. Ils vont plonger dans une tempête cosmique, et cette tempête cosmique va les transformer en profondeur. Lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils sont dotés de pouvoirs, des pouvoirs uniques en leur genre. Reed Richards devient Mister Fantastique, qui peut allonger son corps vraiment dans toutes les directions possibles et toutes les parties de son corps. Susan Storm devient la femme invisible, elle peut créer des champs de force et devenir invisible. Johnny Storm devient la torche, c'est-à-dire qu'il est carrément un mec recouvert de flammes. C'est pas très pratique, sauf pour faire cuire un steak à la limite. Et Ben devient un rocher, tout simplement. Voilà, un corps de roche et une tête posée sur cette roche. Voilà, c'est un peu contraignant quand même, on va pas se mentir. Et donc ensemble, ces 4 personnages vont former les 4 Fantastiques vivant au sein du Baxter Building et proposant des avancées scientifiques pour l'ensemble de l'humanité, mais résolvant aussi des problèmes, combattant des ennemis différents, divers et variés, et vivant des aventures toutes plus folles en fait les unes que les autres. On va en fait plonger dans des genres vraiment très différents à chaque fois avec ces personnages-là. C'est-à-dire qu'on va être dans de l'aventure cosmique, de la science-fiction, du space opéra, parfois du fantastique, de l'horreur, parfois du drame familial ou de la comédie. Ça dépend à chaque fois du scénariste, mais aussi tout simplement des envies qu'ils ont de changer, de doper les ambiances, parce que les Fantastic Four sont vraiment des personnages malléables et qui s'adaptent à plein de situations très différentes. L'un des gros points forts, clairement, des Fantastic Four, et qui en fait une des séries majeures de l'univers Marvel, bien au-delà des X-Men et des Avengers, c'est qu'en fait, dans les Fantastic Four, plein de personnages cultes sont apparus. On va citer Kang, par exemple, on va citer aussi le Docteur Doom, donc Docteur Fatalis, mais aussi Namor, qui avait eu une carrière éditoriale avant les Fantastic Four, mais qui réapparaît chez Marvel par le truchement des Fantastic Four. C'est aussi plein de méchants, Galactus par exemple, qui est vraiment une figure emblématique de l'univers Marvel aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en débarrasser. Et voilà, toute une galerie vraiment cosmopolite de personnages très différents et très variés qui vont apparaître au sein des Fantastic Four. Je pense aussi à Black Panther par exemple, qui fait sa première apparition là dans cette série, avant d'avoir sa propre série dédiée. Mais c'est aussi tout un pan du cosmique de l'univers Marvel qui naît dans les pages des Fantastic Four, les Kree, les Skrulls. Adam Warlock, la première base en fait d'Adam Warlock est posée dans la série des Fantastic Four. Évidemment, le Silver Surfer. Donc voilà, c'est vraiment tout un pan de personnages qui apparaissent dans l'univers Marvel et qu'aujourd'hui on connaît et qui font partie intégrante de cet univers-là. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas l'univers Marvel sans ces persos. Donc vraiment, les Fantastic Four, c'est une série qui a une portée historique vraiment majeure et ça a un impact en fait fulgurant dans l'univers Marvel et pour les comics à l'époque. Et puis, donc cette série, elle est chapeautée pendant très longtemps par Stan Lee et Jack Kirby, qui vont vraiment signer le record de collaboration artistique sur une série, bien avant Brian Michael Bendis et Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man. Mais c'est pas tout, il va y avoir plein de scénaristes et de dessinateurs vraiment légendaires sur cette série. Il va y avoir du Buscema, et il va y avoir aussi du Bill Mantlo au scénario, du John Byrne, plein vraiment de scénaristes grandioses, et j'ai un peu envie de dire que les grands scénaristes en fait vont apposer leurs pattes et leurs marques sur ces personnages-là. Donc, encore une fois, c'est une série majeure, une pierre angulaire
de l'univers Marvel qui se dessine. Bon, on va pas se mentir non plus, je vous ai dit qu'au niveau de la carrière éditoriale, ça n'avait pas été aussi compliqué que d'autres personnages pour les Fantastic Four. Bon, après le départ de John Byrne dans les années 80, il y avait quand même eu beaucoup de remous, c'est-à-dire qu'en fait la série n'arrivait plus à trouver vraiment de fraîcheur. On va changer énormément les personnages. Pendant le run de John Byrne, typiquement, la chose va quitter l'équipe pendant un moment, elle va être remplacée par She-Hulk. Je m'en vais. Vraiment qui est une première démonstration, un premier exemple de tout l'ensemble de changements qu'il peut y avoir dans le roster des 4 Fantastiques. C'est une série qui a beaucoup bougé, qui a connu beaucoup de remous. Pendant Heroes Reborn, par exemple, on va se situer dans un univers parallèle. Ils vont prendre le relais des Fantastic Four que l'on connaît. Ça va être chapeauté par Jim Lee, avec le résultat qu'on connaît, qui n'est pas forcément très heureux, il faut bien le dire. C'est vraiment très compliqué. Et puis après Secret Wars, eh bien Marvel décide d'écarter Reed et Suzanne, de les envoyer dans un voyage cosmique dont on n'apprendra en fait jamais rien pendant des années. Ils vont laisser juste Johnny et la chose, qui vont être baladés de série en série, vont avoir leur série Marvel 2-in-1, mais à côté de ça, Johnny va faire partie des Inhumains. Pourquoi, on ne sait pas. Ben va faire partie des Gardiens de la Galaxie. Pourquoi, on ne sait pas non plus. Hein. Donc voilà, ça va vraiment être très compliqué pendant quelques années, avant que les Fantastic Four n'opèrent un retour en force sous la plume de Dan Slott. Bref. Aujourd'hui, on va vous conseiller des lectures vraiment indispensables pour parfaitement connaître les Fantastic Four, et surtout des lectures qui sont d'excellente qualité pour vous préparer à l'arrivée du film, mais tout simplement pour aussi découvrir l'univers des Fantastic Four en comics. Parce que comme d'habitude, c'est très riche, les comics c'est parfois compliqué de s'y mettre, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on vous prépare quelques conseils, ce sera fastoche. Bon, on va pas se mentir, on va commencer directement avec les intégrales parce que c'est simplement le meilleur moyen de découvrir les Fantastic Four. En fait, si vous voulez découvrir ces personnages-là, pourquoi ils sont majeurs, et puis aussi découvrir toute l'introduction de tous les personnages qu'on vous a présentés auparavant, c'est le meilleur moyen en fait de le découvrir. Bon, on va pas se mentir, les premières intégrales, c'est pas forcément le meilleur, d'accord ? Jack Kirby, il fait plein de choses en même temps au début de Marvel Comics, donc il n'est pas autant au top au niveau des dessins qu'il va l'être ensuite. Pareil, ça se recherche un petit peu au niveau du scénario, donc les débuts ne sont pas forcément ce qu'on a de mieux dans l'histoire des comics. Par contre, si vous commencez à partir de l'intégrale 1966, qui est juste derrière moi, là, vous allez vraiment être dans le summum, puisque c'est l'apparition de Galactus à ce moment-là, et alors là, vraiment, mais on est sur du petit chef-d'œuvre, du petit bijou. Il y a un truc vraiment important à noter sur les intégrales des Fantastic Four, c'est que contrairement à beaucoup de séries à l'époque chez Marvel, Stan Lee et Jack Kirby font le choix très tôt d'opérer une narration sérialisée. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des intrigues vraiment au long cours, très souvent. Donc c'est-à-dire qu'ils vont mettre en pause parfois une intrigue et ils reviendront dessus quelques temps plus tard, une fois qu'un arc aura été terminé. Donc c'est vraiment audacieux à l'époque, très osé, parce que ça veut dire qu'il faut faire revenir le public chaque mois, et donc il faut le tenir en haleine, et ça veut dire que chaque numéro ne peut pas forcément être accessible à partir de ce numéro. Donc on ne peut pas forcément prendre Fantastic Four à partir du numéro 4, voilà. Ça met en place vraiment une narration très spéciale, très particulière à l'époque, et ils explosent vraiment les codes de la narration standard des comics. Et puis, évidemment, les intégrales, c'est vraiment le meilleur moyen de suivre les évolutions de la dynamique familiale, notamment. Parce que voilà, je parlais tout à l'heure de l'introduction du personnage de Namor dans les Fantastic Four. Il revient parce que à ce moment-là, il y a des petites mésententes au sein du couple entre Suzanne et Reed. Et donc Namor, lui, il va draguer Suzanne, il va vouloir en faire sa reine, tout simplement, la reine de l'Atlantide. Et ça met vraiment en place Namor comme un personnage important, un personnage très fort en ego, très charismatique, très puissant. Un petit peu tout le contraire en fait de Reed, parce que Reed n'est pas du tout charismatique, c'est un scientifique pur et dur, un pragmatique. Et donc voilà, ça permet de découvrir en fait toutes ces évolutions qu'il vont y avoir au sein de la famille des Fantastic Four. Et comme d'habitude en fait ces intégrales, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir ça. Et au-delà de ça, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a plein de scénaristes majeurs et de dessinateurs majeurs qui vont intervenir au fur et à mesure de la carrière éditoriale des Fantastic Four. Là, aujourd'hui, si vous voulez, on en est rendu à un point, dans les années 80, où vraiment vous avez eu des sacrés chefs-d'œuvre avec de sacrés scénaristes derrière. Du Bill Mantlo, du Marv Wolfman, du Sal Buscema au dessin. Donc vraiment des personnes ultra talentueuses, clairement, et qui ont participé à construire la légende de Marvel Comics, tout simplement. Donc, si vous voulez découvrir finalement tout ça, eh bien, les intégrales, c'est clairement le meilleur moyen de le faire. Vous aurez toute la carrière éditoriale, tout l'historique finalement des Fantastic Four, de leurs origines, jusqu'à toutes leurs évolutions qu'ils ont connues au fur et à mesure des années.
En deuxième conseil, on va vous suggérer de lire le run de John Byrne, qui est disponible en 2 omnibus, mais qui est aussi disponible en ce moment dans les intégrales. C'est-à-dire que là, on en est à un point dans les intégrales où le run de John Byrne a vraiment commencé. Ce run, il est considéré comme un élément majeur, un élément cardinal dans l'évolution des 4 Fantastiques. Déjà parce qu'il y a une approche très différente de la part de John Byrne. C'est-à-dire que précédemment, les FF étaient écrites comme une famille un petit peu dysfonctionnelle. C'est notamment de là que vient justement l'introduction de Namor, comme je l'ai expliqué. John Byrne, lui, va avoir un pari différent. Dire c'est une vraie famille, une famille soudée, avec des liens qui sont très très forts entre les membres de cette famille. Donc, clairement, dès le départ, John Byrne, il a une approche très différente. Mais qui est finalement une évolution assez logique de la situation familiale, du reflet de la famille dans les années 80. Et il va avoir aussi une autre évolution, c'est-à-dire qu'il trouve que le personnage de Susan Storm est un petit peu trop mis en retrait, trop souvent relégué en fin fond dans les aventures. Donc il va décider de faire quelques changements. Susan Storm, son nom de super-héroïne, c'est la fille invisible, jusque-là. Mais à l'arrivée de John Byrne, ça va changer. Ça devient la femme invisible. Et en fait, c'est vraiment des changements qui s'opèrent sous l'influence des mouvements féministes. Alors, le personnage de Susan a quand même grandement évolué au fur et à mesure des années, mais on a envie de dire que c'est John Byrne qui va vraiment apposer la pierre finale sur cette évolution-là, en lui donnant un nouveau nom, et puis en lui donnant un rôle beaucoup plus proactif au sein des intrigues. Ses pouvoirs se développent vraiment de manière colossale, de manière phénoménale, et ça c'est un truc très très chouette à lire. Bon, à côté de ça, John Byrne a fait un peu des trucs bizarres avec Susan Storm, comme lui donner un costume ultra moulant et sexualisé. C'était un petit peu bizarre, pas très nécessaire, mais bon, ça doit être comme ça. C'était la mode de l'époque, on va dire. Autre époque, autre mœurs. John Byrne, sur ce run, il gère à la fois le scénario et le dessin, donc il est vraiment seul maître à bord, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment un truc assez fou, c'est qu'il maîtrise parfaitement la balance entre gérer des moments familiaux, parce qu'il va arriver plein de choses au couple de Reed et Suzanne, notamment une fausse couche de la part de Suzanne, et il montre à ce moment-là à quel point le couple Reed et Suzanne est vraiment très très soudé. Et ça c'est très fort. Mais aussi à quel point Ben et Johnny fonctionnent comme des supports émotionnels pour le personnage de Reed et le personnage de Suzanne. Donc là-dessus, la dynamique est vraiment très forte. Et à côté de ça, il nous propose des menaces cosmiques assez dantesques. Galactus qui va avoir un nouveau héros, en la personne de Firelord, mais aussi Terrax. Il y a vraiment des moments dantesques, ultra épiques au niveau des dessins, c'est assez fou. Et donc ce mélange, eh bien, il s'opère de façon très naturelle en fait. C'est assez incroyable là-dessus. Et puis il va y avoir des grands changements aussi dans l'équipe. Je l'ai dit en introduction, la chose va disparaître à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir sa série solo, que John Byrne va gérer d'ailleurs, et il va remplacer la chose par Jennifer Walters, donc She-Hulk. Donc ça va donner une dynamique très différente à l'équipe à ce moment-là. Bon, par contre, autant vous prévenir tout de suite, la fin du run, ça pue un petit peu le caca quand même. C'est pas très beau, on sent clairement que John Byrne, il en a plus grand chose à foutre, il s'est engueulé avec Marvel en fait à ce moment-là, et donc clairement, le final du run, c'est un petit peu du lâcher-prise, hein, que ce soit au niveau du scénar ou au niveau des dessins. C'est un petit peu moins bon, mais ça concerne pas beaucoup d'épisodes. Et l'avantage, c'est que si vous partez sur les omnibus, en fait, ce sont d'autres scénaristes qui ont conclu les intrigues mises en place par John Byrne. Et dans les omnibus, vous aurez ces intrigues-là. Donc vous aurez vraiment tout le run complet de A à Z avec les scénarios finis. Mais vous pouvez aussi passer sur les intégrales, pour ça, ça marchera. Le troisième conseil qu'on va vous donner, c'est évidemment le run de Jonathan Hickman. Pourquoi je dis évidemment? Parce que c'est généralement celui qui est le plus conseillé par à peu près tout le monde sur Internet. Vraiment, le run de Hickman, il met tout le monde d'accord. Et c'est un petit peu normal parce qu'il est vraiment excellent. Parce que Jonathan Hickman, il est vraiment encore au début de sa carrière chez Marvel. Donc il met pas trop en place des scénarios compliqués. Mais finalement, l'écriture de Reed, comme c'est quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez cartésien, ça convient tout à fait au style de scénario que Jonathan Hickman affectionne. Et donc il va vraiment mettre en place un Reed purement pragmatique qui réfléchit à plein de trucs, et notamment comment empêcher la fin du monde et régler tous les problèmes qui existent dans le monde. Quitte à parfois se mettre dans un rapport d'isolation par rapport au reste de sa famille. Donc Hickman revient un petit peu à un côté famille dysfonctionnelle, où Suzanne et Reed ne s'entendent pas toujours très très bien, ou en tout cas ont parfois du mal à accorder leur violon. Bon, ça c'est vraiment l'écriture de Hickman, mais ça correspond tout à fait au personnage de Reed, ou en tout cas une certaine vision du personnage de Reed, surtout qu'à ce moment-là on sort de Civil War. Pendant Civil War, Reed a quand même fait des sacrées grosses conneries, notamment transformer la zone négative en espèce de Guantanamo pour super-héros. Pourquoi il a fait ça, on ne sait pas. Mais il l'a fait, et c'est bien dommage. Mais voilà, c'est vraiment un nouveau contexte, et donc Jonathan Hickman il va faire évoluer quand même assez grandement Reed et un petit peu le ramener à la raison. Et Jonathan Hickman, il met en place la Fondation du Futur. La Fondation du Futur, c'est un groupe
créé et chapeauté par Reed, dans lequel il va y avoir sa fille Valeria, son fils Franklin, mais plein d'autres enfants en fait, qui vont réfléchir à comment solutionner les grands problèmes du monde. C'est vraiment ce qui guide en fait tout ce run des Fantastic Four par Jonathan Hickman, c'est comment est-ce qu'on solutionne des trucs, parce que Reed, il va faire partie d'un conseil, le conseil des Reed Richards, donc vraiment des Reed qui viennent de tout le multivers, et eh bien, qui ensemble ont assisté à des catastrophes cosmiques, des catastrophes du multivers, et ils vont essayer de solutionner vraiment ces problèmes au fur et à mesure. Surtout qu'au même moment, dans l'univers principal, eh bien, il y a Annihilus qui est en train de mettre en place une nouvelle invasion avec ses vagues d'annihilation. Donc en fait, il y a plein de menaces qui sont en train de se mettre en place, et Jonathan Hickman utilise vraiment à foison toute la richesse cosmique de l'univers Marvel. C'est ce qui pose un bémol pour moi, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas forcément le run le plus accessible sur les FF. Parce que si vous connaissez pas les Kree, les Skrulls, les Inhumains, Annihilus et tous ces persos, vous allez vous bouffer de la page Wikipédia pendant des heures, je vous le garantis. Parce que Jonathan Hickman, il ne réexplique pas qui sont ces personnages-là, et en même temps, vu la complexité derrière, c'est bien normal, parce qu'il n'aura absolument pas le temps de le faire. Au contraire, il met en place un run qui va vraiment très très vite, et qui est très riche en action, un petit moment de repos entre les gros arcs. Donc c'est vraiment un run qui va très vite, qui est très rythmé, et qui est juste bien drivé par ces personnages-là. Mais, autant vous prévenir, il y a beaucoup de choses dedans. L'avantage, c'est qu'après, vous serez méga calé sur le cosmique de Marvel. Ça, il n'y a pas de souci. Alors ça, on pourra vous foutre un QCM, vous serez parfait. Alors Jonathan Hickman, vraiment sur le côté familial, je trouve qu'il est merveilleux. Notamment pour un truc, c'est le personnage de Valeria Richards, donc la fille aînée de Reed et Sue, qui, eh bien, dans ce run, va vraiment développer une relation assez profonde avec son parrain, Victor Von Doom, ou Victor Fatalis, comme vous voulez. Donc le docteur Fatalis, le fameux, le méchant, le grand méchant de l'Advérie. Et en fait, ensemble, ils vont vraiment développer une relation très intéressante, très fusionnelle en fait, où Victor est vraiment en parfaite empathie avec ce personnage de Valeria. Donc c'est hyper intéressant, et je trouve que ça donne vraiment un côté très sensible à ce run, et moi j'aime énormément cet aspect-là. J'aime bien quand Hickman glisse des moments vraiment d'émotion assez sincères entre ces personnages. Ça marche vraiment très très bien. Un autre truc aussi, c'est que ce run de Fantastic Four, eh bien, il va trouver réellement sa conclusion dans Secret Wars. Ce qu'on vous conseille de faire sur Excalibur Comics, c'est d'acheter les 2 omnibus de Jonathan Hickman, puis d'acheter ensuite Secret Wars. Parce que Secret Wars est effectivement lié au run des Avengers de Jonathan Hickman, mais pas seulement. C'est surtout un petit peu un point final à la relation entre Reed et Victor. Vraiment une espèce de synthèse de tout ce qui fait leur force et leur faiblesse, et une étude vraiment des caractères très différents et très opposés de l'un et de l'autre. C'est juste brillant et exceptionnel. Foncez vraiment sur ce run si vous n'avez pas peur de vous en prendre plein la tête. Mais franchement, le résultat en vaut largement la chandelle, je vous le garantis. Et on va terminer avec le 4e conseil, c'est le dernier run qui est disponible tout simplement en deluxe, celui de Ryan North. Parce que clairement, dès le départ, lui, il est rentré dans la légende des runs sur les Fantastic Four. C'est pas compliqué, le succès critique est absolu aux US et le succès commercial aussi, à tel point que le tome 1 est vite tombé en rupture éditeur et qu'il est en cours de réimpression au moment où on se parle, en avril 2025. Si vous regardez la vidéo en 2027, évidemment ce sera différent. Enfin j'espère, sinon c'est un petit peu inquiétant. Ryan North y réalise vraiment un run excellent qui revient un petit peu aux sources des comics, en proposant des aventures individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, au début du run, chaque personnage va être isolé, chacun dans son coin. On découvre en fait que les Fantastic Four, enfin notamment Reed, ont fait un truc qui les a évacués en fait de New York. C'est-à-dire que la population new-yorkaise ne veut plus du tout les voir, et Reed se sent très coupable de ce qu'il a fait. On l'apprendra au fur et à mesure du run, je crois dès le 4e ou 5e épisode de ce run. Mais au début du run, Ryan North va isoler chacun des membres des Fantastic Four. On va d'abord suivre Ben avec sa femme Alicia, on va suivre aussi le couple Reed et Sue, et puis enfin Johnny. Donc vraiment les mettre individuellement à part les uns des autres pour les étudier et puis permettre en fait à un nouveau lectorat de découvrir qui sont réellement ces personnages et ce qui fait leur force et leur faiblesse et pourquoi finalement cette dynamique des 4 Fantastiques est ultra importante. Donc c'est vraiment un retour aux sources de cette famille fonctionnelle, de cette famille qui fonctionne parfaitement en harmonie les uns avec les autres, alors qu'ils ont des tempéraments très différents les uns des autres. Et ça c'est très très fort de la part de Ryan North. Et en fait, Ryan North il va vraiment aussi faire plein d'ambiances très différentes. On va partir dans l'espace, on va visiter une ville fantôme, une ville avec des robots, on va partir sous terre, dans les souterrains pour combattre l'homme taupe. Vraiment des ambiances très très différentes les unes des autres. Et ça montre à quel point l'univers des FF est très versatile.
C'est-à-dire qu'il s'adapte finalement très facilement à des genres très très différents, tout simplement parce que la seule règle quand vous écrivez les Fantastic Four, c'est de mettre en place un imaginaire complètement débridé. Et ça, c'est ce que Ryan North fait parfaitement. Il n'y a qu'à voir l'utilisation des pouvoirs qu'il fait faire à Reed, notamment quand son œil devient une espèce de longue vue de pirate. C'est juste incroyable vraiment ce qu'il fait. Il a des capacités d'imagination pour utiliser les différents pouvoirs des différents membres des FF qui est assez incroyable en fait et qu'on n'a jamais vu dans les Fantastic Four. Et puis il y a un espèce de côté un petit peu expérimental justement en revenant à ce côté un épisode, une aventure, une intrigue. Il y a un fil rouge qui se dégage en fait dans le premier arc, mais chaque épisode est vraiment découpé de manière individuelle, assez segmentée. Et c'est vraiment assez intéressant parce qu'à chaque fois il y a un nouveau mystère, un nouveau problème qui se met en place. Et à chaque fois c'est un des membres des 4 Fantastiques qui va se démarquer à ce moment-là. C'est lui qui va narrer cet épisode. Et c'est vraiment lui qui va être au centre de cet épisode-là et devenir le catalyseur finalement et la solution à la fin. Donc c'est vraiment très très bien parce que ça permet de mettre en avant à quel point les membres individuels des Fantastic Four sont importants dans le grand tout qu'est cette famille. Et vraiment, Ryan North, il saisit parfaitement bien la personnalité des membres des FF. Rien qu'un point, c'est le seul scénariste qui a réussi à me rendre crédible le couple de Reed et de Susan. Parce que Reed, c'est quelqu'un de très pragmatique, qui réfléchit vraiment à un niveau au-dessus des autres, qui est très intelligent, il a plusieurs mesures d'avance à chaque fois, et c'est pas toujours facile, il faut bien le dire, de le suivre. Et en contrepoint, en fait, il montre à quel point Susan est très importante pour ça. Parce que Susan, c'est quand son mari Reed va s'emporter et partir dans des explications scientifiques ultra complexes, c'est la personne qui va réussir à le calmer, à le canaliser à ce moment-là et à réexpliquer les choses pour que ce soit accessible à tout le monde. Reed et Susan, en fait, ils sont motivés l'un et l'autre par la même chose. Ils ont envie de sauver tout le monde et de régler tous les problèmes du monde. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls et c'est pour ça qu'ils ont besoin des autres membres de leur famille. Vraiment, Ryan North, il signe un run impeccable, les dialogues sont soignés, il a des très bons dessinateurs avec lui, c'est Iban Coelho qui ouvre le bal, c'est juste magnifique. Iban Coelho sait parfaitement mettre en scène les idées complètement dingos de Ryan North, et franchement, c'est un petit bijou. Foncez dessus si ça n'a pas encore été fait, c'est une des meilleures ventes clairement des FF de tous les temps, j'ai envie de dire, donc vraiment foncez dessus. Et le deuxième Deluxe arrive vraiment très très vite, je pense que la suite du run va arriver tout aussi vite parce qu'il y a eu un gros succès, donc mettez-vous dans le train, c'est incroyable. Parmi les autres lectures, on aurait aussi pu vous conseiller de lire le run de Mark Waid, dispo en un seul omnibus, qui est vraiment aussi très bien, un très bon point de départ pour les débutants, ou encore l'histoire d'une vie, qui réinvente toute la vie en fait des Fantastic Four en les faisant vieillir en temps réel. C'est très cool, ça agite plein de problématiques actuelles, notamment au niveau environnemental, et à quel point les scientifiques sont aujourd'hui discrédités par les politiciens et les grands gérants de ce monde. C'est ultra pertinent, comme à chaque fois en fait que Mark Russell écrit un comics, tout simplement. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire les Fantastic Four. On s'en rend bien compte sur Excalibur Comics, vous êtes à fond en ce moment sur les FF. On sent qu'il y a vraiment une vague avec la sortie du film et c'est très cool parce que c'est une équipe vraiment incroyable à découvrir. Donc on vous a donné plein de conseils, foncez dessus. Sur Excalibur Comics, vous avez une page qui est dédiée aux Fantastic Four dans la catégorie des personnages. Donc vous pouvez retrouver tous les albums à sortir ou qui sont déjà sortis sur ces persos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à liker et puis tout simplement à lire du Fantastic Four. On se retrouve très bientôt sur excaliburcomics.fr. Ciao! Parfait. Je vais crever. J'aurais dû prendre la